On est toujours sur le plateau avec mes chroniqueuses Léa, Claire et Sacha. Et chaque semaine, nous avons le plaisir de recevoir un invité politique de premier plan. Cette semaine, nous recevons l'homme qui fait l'actualité du jour et de la semaine, et peut-être des semaines qui viennent, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Bonsoir Philippe Martinez. Bonsoir à vous et à tout le monde. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. J'avais rien à faire aujourd'hui donc... Ouais. Pas trop crevé après cette marche aujourd'hui, ça doit être usant pour vous, parce qu'en plus interview, je suppose, non ? Ouais, mais non, ça va. Ça va ? Ok, ouais. Super. Journée classique. En tout cas, journée de mobilisation. Pas ça tous les jours non plus. Mais quand même, journée de mobilisation importante. Première journée de mobilisation de cette mobilisation contre la réforme des retraites qui a été présentée la semaine dernière par la première ministre Elisabeth Borne. J'étais moi-même à la manifestation à Paris cet après-midi pour prendre un peu l'ambiance, prendre quelques images aussi, des sourires sur les visages. Il y avait du monde, on était coincés. J'ai l'impression, vous aussi les filles, je crois que vous étiez, toi tu couvrais pour le JDD. Exactement. Non, moi j'étais bien. Ouais, c'était bien, non ? Il y avait du monde, effectivement. Mais... Une mobilisation. J'ai pas les chiffres. Alors, est-ce qu'on joue au jeu des chiffres On joue au jeu des chiffres ou est-ce qu'on s'en fout ? Je sais pas, il y avait combien de manmanifestants Alors, selon la police ou selon les organisateurs ? Selon les organisateurs, à commencer par eux. Organisateurs, donc je préfère donner les miens. Donnez-vous les 2 120 000... et un peu plus, et quelques unités supplémentaires. Quelques unités qu'on embrasse. Et on va quand même donner la police, parce que sinon Darmanin va faire la tête. Donc 1 120 000 selon la police. Selon la police. Bon, est-ce que c'est un succès pour vous, cette première journée de mobilisation ? Oui, j'avais dit plus d'1 million, il y en a eu plus de 2 millions. Donc, vous voyez, comme je baisse la barre des fois, mais évidemment, c'est pas mal. 2 millions, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Et ce qui est bien, c'est dans toutes les villes, y compris les plus petites villes, qu'il y avait beaucoup de monde. Oui, il y avait des manifestations dans énormément de villes partout en France, du monde dans beaucoup de mobilisations. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est quelle est la sociologie des personnes qui se mobilisent. Est-ce que, vous avez quelques images qui ont été prises cet après-midi dans le cortège parisien par notre envoyé spécial Jean Massier, qu'on remercie. Voilà, c'est moi J'ai ri. T'as vu, elle est bien la vidéo. Ouais. Hein. Donc voilà. Des mobilisations dans beaucoup de villes, et moi j'ai vu beaucoup de groupes d'amis, beaucoup de jeunes aussi. On va en parler de cette mobilisation de la jeunesse. C'était important pour vous qu'il y ait une unité syndicale et politique aujourd'hui, ou c'était pas encore le sujet? On va commencer par avoir le maximum de monde. Non, c'est toujours important qu'il y ait une unité syndicale. Ouais. On pourra parler politique après, mais parce que c'est pas la même chose, les syndicats et les partis politiques. On en parlera, ça, ouais. J'espère. Ouais. C'est important, parce que moi, je croise beaucoup de gens, parce que je me déplace beaucoup, qui me disent mais le jour où vous serez d'accord, on viendra avec vous. C'est vrai. Démonstration est faite que quand on est d'accord, il y a beaucoup plus de monde que quand on se tire la bourre, voire plus. Donc oui, c'est important. Ça donne confiance. Et ça prouve que quand tous les syndicats sont d'accord, ça prouve que le sujet est grave et que ça vaut le coup d'y aller. En parlant d'unité syndicale, ça fait 10 ans qu'on n'avait pas vu... 12 ans qu'on n'avait pas vu d'unité syndicale. Votre syndicat, la CGT, premier syndicat dans le public, premier syndicat en nombre d'adhérents, la CFDT à côté, et vous êtes main dans la main, côte à côte, dans cette mobilisation. C'est quelque chose qui s'est construit avec le temps, ou ce sont des retrouvailles pour vous ? Non, faut pas nier la vérité, on n'est pas toujours d'accord. C'est vrai, oui, on l'avait vu. Mais ce qui prouve que quand on trouve des terrains d'entente, eh bien on peut manifester ensemble et dire les mêmes choses, et c'est ça qui est important. Donc oui, on échange, même quand on n'est pas d'accord. Parce que moi je considère que pour savoir si on est d'accord ou pas d'accord, il faut se parler. Il y a trop de gens qui ne se parlent pas en disant je ne suis pas d'accord avec lui. Non, on se parle. Puis après, et quand on se parle, on voit que les choses qui vont bien, aussi les choses qui vont pas bien, c'est ce qu'on a fait depuis quelques semaines déjà, et ça donne ça, et c'est plutôt très bien. Sacha avait une question pour vous. Oui, j'étais donc à la manif tout à l'heure, et j'ai parlé avec des jeunes qui m'ont dit qu'ils étaient là, pas uniquement pour défendre leur retraite à eux, mais aussi pour défendre la retraite des vieilles générations, des plus vieilles générations, parce que pour eux, c'est important d'embrasser ces causes-là, pour permettre justement à ces vieilles générations d'embrasser des causes qui leur tiennent à cœur, eux, comme l'écologie, l'égalité entre les hommes et les femmes. Est-ce que c'est des causes que les syndicats pourraient se mettre à défendre vraiment à bras-le-corps aussi, pour justement rattacher un peu ces jeunes
Oui, mais la base du syndicalisme, enfin, c'est comme ça que je la vois, c'est la solidarité. Parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau. Et justement, trop souvent, le gouvernement, celui qu'on a, enfin, le président de la République qu'on a en ce moment, il confond la solidarité et la charité. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, selon vous, qu'est-ce qu'il y a de charitable? Comment est-ce que ça se manifeste? La solidarité, c'est ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que chacun s'intéresse au futur ou au passé de l'autre et on laisse personne dans la mouise. Et c'est pas uniquement donner une pièce, parce que c'est ça la charité. Voilà, tiens, je te donne une pièce et je me donne bonne conscience. Donc non, c'est travailler ensemble, intergénérationnel pour ce qui concerne la retraite, mais aider les chômeurs en essayant de les aider à trouver du boulot, etc. Donc nous, on est très attachés à la solidarité. D'ailleurs, le signe historique de la CGT, c'est deux mains qui se serrent. Ouais, c'est vrai. Personne ne le sait, ça, parce que peut-être qu'on ne le dit pas assez. Et donc ça, c'est le symbole de la solidarité. C'est ni la charité, ni l'assistanat, d'ailleurs. Parce que M. Macron essaye... d'ailleurs, vous le savez, les jeunes le savent encore mieux. En gros, tous ceux qui touchent quelque chose, pas grand-chose, à rien faire, ce sont des assistés. Non, on est solidaire avec eux. C'est pas de leur faute s'ils sont au chômage. Moi, je connais personne qui rêve, peut-être un ou deux sur la Terre, mais personne ne rêve d'être au chômage dans sa vie. Et donc, il faut être solidaire pour les aider à trouver du boulot, et puis pendant qu'ils cherchent du boulot, qu'ils puissent bouffer, quoi. Mais du coup, est-ce que vous pensez que les syndicats doivent se saisir de ces sujets comme l'écologie, ou que ça reste dans le domaine de la mobilisation hors syndical? Non, mais c'est indispensable que les syndicats se servent des questions environnementales. On peut toujours, par exemple, revendiquer la retraite à 60 ans comme on le fait. Si la planète est morte, à quoi ça sert ? Donc, et c'est pour ça qu'on milite, y compris avec des ONG, des associations. Vous le savez peut-être pas, mais on bosse beaucoup avec Greenpeace, par exemple, sur l'idée. Alors c'est des slogans un peu raccourcis, mais fin du monde, fin du mois, même combat. Parce que oui, il y aura pas de social sur une planète morte. Mais on peut pas demander à un salarié de choisir entre la fin du monde et le chômage. Donc, il faut discuter. On fait beaucoup de choses. On est dans un collectif qui s'appelle Plus Jamais Ça, avec des ONG comme Oxfam, qui vient de publier un super rapport, mais aussi avec Greenpeace, les Amis de la Terre, la Confédération Paysanne, et j'en oublie parce qu'il y en a 40. Vous avez abordé le sujet vous-même, la question de la différence entre syndicats et partis politiques. Moi, depuis que j'essaye de faire de la pédagogie sur ce mouvement de grève naissant, je me rends bien compte que dans le chat, beaucoup de personnes jeunes, peu habituées au rouage de la politique, ont du mal à saisir. Une organisation syndicale, un parti politique, c'est quoi la différence? En plus, il y a des manifs qui sont proposés par des syndicats, mais aussi d'autres par des partis. Les partis manifestent derrière les syndicats. On ne comprend pas grand-chose. Je peux comprendre, pour quelqu'un d'éloigné. Vous pouvez m'aider, Philippe Martinez, à expliquer c'est quoi un syndicat par rapport à un parti? C'est vrai que c'est un peu le bordel. c'est joliment dit. Mais oui, non, je n'osais pas le dire, mais c'est le bordel. C'est pour qu'on se comprenne. Ah oui, on se comprend. Il y a souvent confusion. Et le syndicat, son rôle, c'est de porter des revendications. En tout cas, en ce qui concerne la CGT, on s'occupe... oui, on veut changer le monde, mais je dis souvent à mes petits camarades, on peut toujours promettre à quelqu'un de changer le monde. Si on n'arrive pas à lui changer son quotidien, on n'est pas crédible. Les gens, ils nous tapent sur l'épaule, ils disent « Quand tu auras changé le monde, tu reviendras me voir, parce que moi, je veux bouffer, je veux trouver du boulot, et ça, j'attendrai pas que tu changes le monde pour le faire. » Donc, et notre rôle, c'est d'être aux côtés des salariés, des travailleurs, des travailleuses, parce que salariés, c'est trop restrictif. Les Uber sont pas salariés. Ils ont donc aux côtés de celles et ceux qui travaillent ou qui cherchent du boulot, ou qui sont retraités, ou qui vont en chercher. Voilà, c'est ça notre périmètre. Mais sur des choses très concrètes. Après, donc on propose des idées, on propose des réformes. Après, il n'y a pas de CGT à l'Assemblée nationale. Oui, non, mais c'est vrai. C'est eux qui font les lois. Et d'ailleurs, vous ne présentez pas de candidat, c'est aussi ça. Non, et puis c'est même interdit chez nous. Ouais. On ne doit pas mélanger les deux. Et donc, voilà, nous, on propose des choses à partir de notre expérience, de nos échanges avec le monde du travail. Puis après, c'est à eux de faire leur boulot. Ils doivent transformer ça en loi. Alors, il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Vous leur expliquez. Ne riez pas. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Mais on a la prétention, alors on n'est pas assez bon, mais on a la prétention de connaître le monde du travail, de côtoyer les salariés. J'avais fait une expérience, je vous raconte une anecdote, d'un politique qui me disait « Mais moi, je connais aussi comment ça se passe. » Et je lui dis un jour « Mais combien
vous avez fait de négociations salariales dans votre vie. Bon, il est parti. Ben ouais. Oui, c'est ça la différence. Parce que c'est ce que font les syndicalistes dans les entreprises, représenter leurs collègues pour aller négocier, discuter. Oui, je veux préciser, pas que représenter, c'est porter leur parole. C'est pas de la. Moi, je suis contre la délégation de pouvoir. D'accord. Et d'ailleurs, pour faire un rapprochement avec les politiques, et la période est un très bon exemple, vous avez voté pour moi, maintenant, je fais ce que je veux. Ouais, c'est ce que vous voulez dire. Ça, c'est de la délégation de pouvoir. Il faut en permanence... les gens, ils ont le droit de ne pas être d'accord avec nous. Il faut leur demander leur avis. On peut avoir des bonnes idées, mais si elles ne sont pas partagées... et par exemple, sur les retraites, Macron dit vous avez voté pour moi. Alors, il oublie de préciser contre qui ou pour éviter qui. Et donc, vous êtes d'accord avec ma réforme des retraites. Voilà, c'est ça, c'est ça la négation de la démocratie. D'ailleurs, je ne veux pas dire de bêtises, mais quand un délégué syndical négocie un accord, il va ensuite le faire il devrait. voter par ses camarades, pas toujours. Okay. Même à la CGT, des fois, il faut leur tirer les oreilles en disant... Ok, intéressant. Il faut demander l'avis des salariés pour signer quelque chose. Claire avait une question pour vous. Ouais, moi j'étais à la manif toute l'après-midi là, et j'avais vraiment l'impression de vivre un moment assez historique. Je pense qu'en termes de chiffres, c'est comparable à 95 là. Et moi j'avais 1 an en 95, donc j'avais l'impression que c'était vraiment quelque chose d'assez inédit, alors que j'ai fait beaucoup de manifs. Et en fait, je pense que là, le gouvernement, dans sa stratégie, il comptait sur 3 choses, sur la résignation, ça il a presque dit finalement, et de manière moins avouée, il compte sur l'emprise de l'individualisme des gens, donc le fait que les gens se mobilisent finalement que quand ça les concerne eux, et puis aussi sur un contexte de précarité économique, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile de se mobiliser, de faire grève, etc., lorsque, en fait, il y a de plus en plus de Français qui sont un peu en difficulté face aux fins du mois. Et du coup, moi, ma question, c'est est-ce qu'on va avoir des jours historiques encore là dans les semaines à venir ? Et comment, au soir d'une mobilisation comme celle-ci, on construit la suite, vous, syndicalistes et dirigeants syndicaux, vous organisez, vous réfléchissez en termes de stratégie au jour suivant, quoi. Ça fait beaucoup de questions. Hein. Ouais. J'ai une grosse moustache, mais j'ai une petite tête. On n'a dit pas le physique. Pas le physique ? Pas le physique. J'arrête. Martinez. Il faut effectivement... on sent la température. Justement parce qu'on va voir les salariés. Ouais. Donc, pas ici, mais certains journalistes veulent toujours un chiffre. Combien il y aura de... Bon, je ne suis pas spécialiste de la météo, donc là, je me suis lâché, j'ai dit plus d'1 million. Mais parce que je le sentais. Quand on va discuter, les gens ils disent « Mais ils sont fous, ils n'ont jamais bossé, nous faire aller jusqu'à 64 ans. » Il y a une vraie colère. S'ajoute à ça ce qu'il y avait avant. Le caddie, à la fin de la semaine, quand on va faire ses courses, il y a de moins en moins de choses dedans. Donc il faut réfléchir à ce qui est beaucoup de monde et en même temps... comprendre ces problèmes-là. Donc, vous l'avez peut-être pas entendu, mais on propose une nouvelle journée de mobilisation le 31 janvier. C'est ça ? Oui, le 31. Merci. 31. Donc, 31 janvier, parce qu'il faut des temps forts de mobilisation pour perdre, quand on gagne le SMIC, perdre 1 heure de salaire. Quand on n'arrive pas à boucler la fin du mois, c'est encore moins de choses dans le caddie. Donc, il faut prendre en compte ça. D'ailleurs, on veut que tout le monde... Les grèves et les manifestations, c'est pas réservé, comme je l'entends parfois, de façon idiote, à quelques-uns privilégiés ou qui seraient payés pendant qu'ils font grève. Enfin, ça, c'est des bêtises. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent le 31, c'est dans trop longtemps, le fer aura refroidi, il faut le battre pendant qu'il est chaud Je leur dis, il faut aussi écouter ceux qui me disent ça coûte cher, la grève. Ça va être... Même sur 10 jours, on va perdre sur le même mois 2 journées de salaire. C'est ça que je leur réponds. Ce qui n'empêche pas que ceux qui sont prêts, même à y aller tous les jours, moi, je les encourage. Il faut, mais il faut des temps forts et aussi un peu des moteurs pour tirer tout ça. Mais ce qu'il ne faut pas, surtout, c'est que les uns restent chez eux en applaudissant ceux qui sont en grève et en disant « Bon, je veux bien mettre un peu de sous dans une cagnotte pour que vous puissiez longtemps. » Il faut que ça soit massif, les grèves. Sinon, ça ne va pas loin.
Léa. J'ai répondu à toutes les questions parce que... On en aura d'autres, Non, mais Oui. c'est C'est la celle-là. spécialité de l'émission, c'est de faire plusieurs questions en une question. D'ailleurs, c'est ce que je m'apprête à faire. Ah, merci non, de me vas-y, prévenir. Il faut bien se C'est fier sympa. à nos habitudes tout de même. Vous avez prononcé un terme qui m'a un peu interpellée. Vous avez parlé de crédibilité lorsque vous parlez d'action syndicale et de ce que vous portez. Je trouve que c'est très juste. C'est d'ailleurs aussi ce à quoi devraient se tenir certains partis politiques, pour la majeure partie d'entre eux. La crédibilité entre ce qui est prôné, ce qui est porté par l'organisation, et ce que l'organisation fait réellement, ce qu'elle présente, ce qu'elle montre. Moi, il y a une image qui m'a choquée, qui est parue récemment, donc le 10 janvier, dans le quotidien Libération. C'est une image à la Bourse du Travail du front syndical uni. Oui, oui. Un peu moins d'une dizaine de responsables syndicaux, une seule femme. Oui. Ça m'a Et- choqué aussi. Et ça, je le sais, puisque vous souhaiteriez donc laisser votre place à une femme, vraisemblablement, fin mars. Donc ça, c'est une chose importante. Est-ce que vous pensez qu'il y a une rupture entre le mouvement syndical et le mouvement féministe, et plus particulièrement la prise en compte de ce que les femmes ont pu apporter, notamment au syndicalisme, alors qu'elles ont été progressivement et presque constamment rejetées des instances syndicales? Est-ce qu'aujourd'hui, ce ne serait pas le moment, finalement, d'essayer peut-être de rattraper un peu le coup, notamment en soutenant l'appel à la grève massif des féministes du 8 mars? Est-ce qu'aujourd'hui, la CGT et d'autres organisations syndicales discutent, dialoguent avec des organisations féministes? Oui, ça fait beaucoup de questions encore. Vous pouvez répondre qu'à la dernière, si vous le souhaitez. Tous les ans, avant le 8 mars, il y a des rencontres entre la CGT, d'autres organisations syndicales et les organisations féministes. D'ailleurs, on a déjà commencé on prépare déjà le 8 mars, la grève pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, notamment, puisqu'on est sur des revendications. Oui, c'est important. Moi, je revendique que la CGT est un syndicat féministe. Après, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, et surtout ce que font les mecs, il y a des différences. Par exemple, la CGT, depuis maintenant 20 ans, a une direction nationale à parité. Mais c'est un rude combat. Ouais. C'est un rude combat. Et vous savez, parce que vous êtes des journalistes avertis, que ma proposition, que ce soit une femme qui devienne secrétaire générale de la CGT, ne fait pas l'unanimité dans mon organisation. Ouais. Parce que c'est une femme ou pour des raisons stratégiques? Les deux? Mais moi, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on a ce genre de question qui est posée, on n'évoque jamais le fait que ça soit une femme. On évoque toujours des raisons politiques, stratégiques. Vous pensez Oui, qu'il c'est pareil dans les partis politiques, mais par moi, ailleurs. Bien sûr. moi, je me bats dans la CGT pour qu'on ne soit pas comme les autres, qu'on soit mieux que les autres. Parlez bien dans le micro. C'est ça qui m'embête, pardon. Et oui, moi, je constate encore que, par exemple, il y a des dirigeantes, évidemment, femmes à la CGT. Quand elles font un excellent rapport, on leur tape sur l'épaule, un mec, il lui dit « Il est vachement bien ton rapport. C'est qui l'a écrit ?» Ça, c'est typiquement une démarche machiste, et c'est ce qu'il faut régler dans la société. Et je sais que ça se passe aussi ailleurs, mais moi, je revendique une CGT féministe jusqu'au bout. Et donc, oui, on trouve toujours des prétextes. Quand c'est une femme, on n'évoque jamais le fait que ça soit une femme, mais on trouve toujours des prétextes pour dire « Non, il y a un problème ». Donc d'après vous, c'est pas gagné. Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être la possibilité de réfléchir à d'autres, au-delà de nommer effectivement une femme à la tête du syndicat, ce qui est un symbole très fort et qui va d'ailleurs au-delà du symbole. Est-ce qu'il n'y a pas au sein de l'organisation même et du fonctionnement de l'instance et de l'institution peut-être des choses à revoir? Pourquoi pas réfléchir à des binômes, par exemple, pour celles et ceux qui ont des responsabilités? Réfléchir aussi au temps, puisque le syndicalisme, au même titre que l'engagement politique, se fait sur des temps qui sont en dehors du temps de travail, pour la majeure partie du temps. Et les femmes, on le sait très bien, n'ont pas ce temps nécessaire. C'est d'ailleurs comme ça que les hommes ont pu s'organiser. C'est parce que les femmes assurent le travail domestique, peuvent dégager du temps pour les hommes, qui peuvent ensuite, eux, faire carrière, ou même s'investir politiquement dans le syndicat. Est-ce qu'il ne serait pas temps de réfléchir à un autre mode d'organisation? Premièrement, je suis contre les binômes hommes-femmes, parce que ça se transforme en un tuteur, l'homme. Oui. Et le tuteur, c'est pour les plantes vertes. Donc, je suis contre. Moi, d'ailleurs, je dis, il faut d'abord un grand dirigeant
à la CGT, il se trouve que c'est une grande dirigeante. Femme. Non. Oui, non, mais justement, un grand dirigeant, et c'est une femme. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que sinon, c'est pas parce que c'est une femme, uniquement. Parce que sinon, c'est plante verte. Enfin, c'est de la communication. Oui. Elle a, enfin, en tout cas, moi j'en suis convaincu, le talent, le charisme. Rappelons peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent que vous soutenez donc Marie Buisson. Exactement. C'est son nom. Qui est professeur de français, histoire géo dans un lycée professionnel. Donc ça c'est la première chose. Après oui, il faut changer des modes de vie dans l'organisation. Oui, quand on donne un horaire de début et un horaire de fin, on s'y tient. Voilà. Quand une copine dit faut que je m'en aille plus tôt parce que je dois aller chercher mes gosses à l'école, déjà faut peut-être des fois l'aider à gérer aussi ce genre de problématiques, et l'organisation est faite pour ça. Mais aussi se dire, la réunion, elle s'arrêtera à l'heure où tu as décidé, où vous avez décidé, parce que vous avez des choses à faire. Oui, mais il y a du boulot. Je voudrais revenir sur vos relations avec le gouvernement et avec le président de la République. Emmanuel Macron a été réélu. Justement, vous allez nous expliquer. Emmanuel Macron a été réélu l'année dernière avec une promesse de changer sa méthode, de partir dans ce qu'il a appelé lui-même la rénovation, laissant plus de place aux corps intermédiaires, notamment au dialogue, à l'échange avec les partenaires sociaux. Vous êtes le leader d'une grande organisation syndicale. Comment ça se passe, vos relations avec le chef de l'État ? Est-ce que vous échangez souvent ou pas ? Ou pas assez ? Ça remonte à quand la dernière fois ? La dernière fois que je l'ai vu en tête-à-tête, c'était en juin 2017. C'est pas vrai. Wow. Vous n'avez pas revu... Vous ne me croyez pas. Non, mais c'est dingue. Hein. J'hallucine du fait que le président de la République ne vous a pas reçu depuis juin 2017 en tête-à-tête pour échanger avec vous. En tête-à-tête, il venait d'être élu. Donc je m'en souviens, la première fois. Ouais, juin 2017. Pas de coup de téléphone, pas de SMS. La question c'est, on se voit. On s'est revus après dans des grandes, sur de grandes tables où, qui ne servent pas à grand-chose, mais on s'est revus comme ça. Ensuite, alors, je ne sais plus s'il était déjà président. Je pense qu'il était déjà président. Il envoie, c'est un spécialiste d'envoyer des SMS quand vous dites du mal de lui à la télévision, parce qu'il est très humble. Il est très humble. Allez-y, il regarde l'émission là. Je croyais qu'il était à Ibiza ou à Barcelone. J'en sais rien. Il est à Barcelone. Ah non, c'était Blanquer qui était à Ibiza. Donc il vous envoie un SMS à 00h30. Pour dire c'est pas bien ce que vous avez dit sur moi, c'est pas vrai, enfin le caprice quoi. Donc ça c'est son style. D'accord. Et après moi il m'arrive de lui envoyer des SMS rarement. La dernière fois que je lui ai envoyé un SMS, il faisait l'étape du Tour de France, du Tourmalet, parce que sa grand-mère habite par là-bas, et il se trouve qu'il y avait des copains qui étaient en grève depuis 45 jours. Et j'ai dit puisque vous passez par là. Allez les écouter. Donc il a envoyé un conseiller, il m'a renvoyé, j'ai envoyé mon conseiller, je vais régler le problème. Bon, le problème n'est pas réglé, c'était au mois de juillet, mais voilà le genre d'échange que nous avons avec le président de la République. Vous avez connu ses prédécesseurs, en l'occurrence. Y avait-il un style différent ? Un seul, pardon, excusez-moi, François Hollande. Je suis pas si vieux que ça quand même. Non, quand même pas. Effectivement, vous avez raison, vous n'avez pas connu Nicolas Sarkozy. Y avait-il... est-ce que c'était différent ? J'aimerais bien qu'on se rende compte, en l'occurrence, est-ce que vous aviez des échanges plus réguliers avec François Hollande, qui vous appelait pour savoir, quitte à pas être d'accord, il ne s'agit pas d'être d'accord, mais voilà, consulter, un coup de téléphone au leader de la CGT pour lui dire comment vous voyez les choses, racontez-moi. Et puis, si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, mais non. François Hollande, j'ai été élu 1 an et demi, quoi. Sous sa présidence. Je l'ai vu 2 fois. Okay. C'est mieux que Macron, vous avez noté. Ouais, en 7 ans, ouais. Après, le problème, c'est bon, on peut se voir. Après, il faut se comprendre. Par exemple, j'aime bien essayer d'illustrer mes propos. Allez-y. Quand vous parlez de travail avec eux, ils vont répondre emploi ou chômage. Donc, je me démène à leur expliquer que le travail, c'est une chose, l'emploi et le chômage, c'est autre chose. Ce sont des statistiques, d'ailleurs, qui leur servent de communication. Le travail, c'est qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ce geste-là quand tu vas au boulot, pourquoi tu as réfléchi comme ça. On a un vrai problème de décalage avec, pas tous, mais beaucoup d'hommes et de femmes politiques quand on parle du travail. Donc ce genre de conversation avec
avec ces deux présidents, pas avec ces deux-là, mais avec ces deux présidents. Voilà, c'est la limite de la compréhension. Mais Hollande écoutez, Macron est beaucoup plus, comment on dit, charmeur. Vous le regarderez, c'est le spécialiste de la poignée de main. On a beaucoup parlé de celle avec Trump, il fait ça avec tout le monde. Il vous tape un petit coup sur l'épaule et il vous fait un clin d'œil. À chaque fois. À chaque fois, on y a droit. C'est pareil. Ça n'a pas l'air de marcher sur vous. En gros, on est potes. On va aller voir le prochain concert ensemble. Ou, d'accord. Tu viens boire un pot à la maison. Ça, c'est le style. Mais par contre, les oreilles, elles sont bouchées. Ouais, d'accord. Sacha. Je vais complètement changer de sujet. Il y a 4 ans et demi, en 2018, et le mouvement des Gilets jaunes, on a tous pris une claque, et surtout les syndicats, et vous avez été pointés du doigt en disant vous n'avez pas été capable de porter nos revendications. Ma question est, en 4 ans et demi, comment vous avez évolué sur ça ? Comment vous avez fait pour raccrocher un peu le wagon par rapport à ce mouvement très nébuleux qui part des réseaux sociaux, qui part d'individualité et est-ce que cette intersyndicale, c'est pas aussi un moyen pour vous de réunir toutes les troupes et justement, encore une fois, de raccrocher ces gens qui avaient décroché il y a 4 ans ? Mais c'est le problème du syndicalisme. Quand on est implanté dans une entreprise sur 2, moins, il y a plein de gens qu'on voit pas. Et on peut pas dire à une personne qui bosse ou qui est au chômage, les syndicats, ça sert à quelque chose. Quand vous les voyez jamais, ils disent, mais ils servent à rien, ces gens-là. À part faire des manifs, cuire des merguez et je sais pas quoi. Non, mais voilà. C'est vrai, et donc, la grande majorité de ces gens qui avaient des gilets jaunes ne connaissent pas les syndicats. Ou on a une vue qui est... Mais alors, pourquoi ils ne connaissent pas ces syndicats ? Les syndicats, pardon. Parce qu'on n'est pas présent dans leur entreprise, parce qu'on ne va pas assez les voir. Et donc, moi, je me bats pour, premièrement, un syndicalisme qui prend en compte toute la diversité du monde du travail. Parce que, vous savez, on a 128 ans, la CGT. Alors, je ne vais pas vous faire le coup de... J'étais pas né, là, il y a 128 ans. Pas de vanne là-dessus. Non, mais le monde du travail, il a été bouleversé. Pas besoin de remonter à 1895. En 10 ans, il y a 10 ans, les Uber, on ne savait pas trop ce que c'était. Pourtant, ce sont des travailleurs. Mais ils n'ont pas de contrat de travail. Leur lien avec leur employeur, c'est leur smartphone. Ça, il faut le prendre en compte. On est contre la précarité. Pourtant, il y a des précaires. On leur dit, vous êtes précaires, on ne s'occupe pas de vous parce qu'on est contre. Non, il faut s'occuper d'eux. On est contre le travail du dimanche. Mais ceux qui travaillent le dimanche, ils ont besoin des syndicats. Et donc, il faut qu'on évolue. Non pas pour accepter le monde tel qu'il est, parce qu'il n'est pas bien, mais pour s'occuper de tous ceux et toutes celles qui subissent le monde. Et donc, oui, les Gilets jaunes, une très grande majorité, ils n'ont jamais vu de syndicat. Et ça, il faut faire des efforts. Alors, on n'est pas les seuls responsables. Non, mais je le sais, ça, qu'on n'est pas les seuls responsables. Ouais, mais sur la partie dont on est responsable, il faut qu'on se bouge les fesses. Excuse-moi, j'ai juste une question dans la foulée. Il y a une note qui est sortie il n'y a pas longtemps de la Fondation Jean Jaurès qui dit que le travail est de moins en moins très important et important dans la vie des Français. Comment justement vous allez faire pour exister et pour survivre alors que le travail est justement moins pris en compte et c'est moins un aspect essentiel de la vie des Français ? Je préfère de dire c'est pas un aspect, c'est pas le seul aspect de la vie que de dire c'est pas important. Demandez à tous ceux qui n'ont pas de boulot si le boulot c'est pas important. Tous ceux qui n'ont pas de travail. Et puis c'est pas uniquement important parce que ça permet de vivre. C'est important parce qu'on croise des gens. Il y a eu beaucoup de rapports sur la situation des privés d'emploi, la solitude, le fait de ne plus avoir de lien social, etc. Le travail, c'est d'abord du collectif. C'est dire bonjour à ses collègues. Il faut des machines à café, il faut des temps de pause, parce qu'on peut discuter boulot, mais on discute du film qu'on a vu le week-end dernier, de la pièce de théâtre, du match de foot, j'en sais rien. D'ailleurs, il y a une fracturation de la solidarité dans les entreprises à cause de ces statuts qui se changent les uns les autres, et c'est un sujet. Et pas que le télétravail. Par exemple, même dans les ateliers, dans de nombreux ateliers où on ne peut pas faire de télétravail, on a raccourci les temps de pause. Il y a plus de repas collectifs. Et donc, il n'y a plus de vie collective. On passe sa vie devant sa machine, etc. Et on ne peut même plus parler avec ses collègues. Donc, le travail, c'est d'abord... c'est pénible, c'est difficile, mais c'est aussi un lieu de vie collective. Et les organisations du travail, même dans les open space, moi, je vois dans mon établissement, c'est des open space, mais ils ont tous des écouteurs. Ils ne se parlent pas. Donc, c'est un lieu d'échange. Après, c'est aussi à quoi sert mon boulot ? Il y a de plus en plus de gens, ils vont au boulot, ils se disent « mais je ne sers à rien pour la société ».
parce que ils veulent savoir le sens de leur travail. Par exemple, et c'est notamment dans la jeunesse, il y a de plus en plus de jeunes qui s'interrogent, est-ce que mon boulot est compatible avec l'avenir de la planète ? C'est bien de se poser ce genre de questions, c'est essentiel. Donc il faut aussi que, parce que bien souvent dans le boulot, vous recevez une note de service, pas partout, hein. Je ne veux pas faire de caricature, mais bien souvent, voilà comment vous devez travailler. Et quand vous avez une qualification, une expérience, et vous dites, mais qui c'est qui a écrit ça ? C'est un peu comme le mec qui dit, il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot. Il ne vit pas comme dans le même monde que nous, vous voyez ? Donc, il lit une note de service, il dit, mais si je fais ça, je vais faire du sale boulot. Et ça rend dingue. Mais après, il ne faut pas trop travailler. Vous savez qu'on est, nous, pour la réduction du temps de travail. Parce qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie. Il n'y a pas que le boulot. Donc oui, il faut passer plus de temps à s'occuper d'une assoce, je sais pas, à jouer au foot ou au tennis ou au rugby, ce que vous voulez, aller au théâtre. Il faut en avoir les moyens aussi. Mais il n'y a pas que le boulot dans la vie. Donc il faut réduire le temps de travail, mais le travail, c'est essentiel dans la vie. Léa. Un front syndical uni depuis 12 ans, vous l'avez dit, on n'avait pas vu ça. C'est assez remarquable, c'est une très bonne chose. C'est une bonne chose pour nous, en tant que spectatrices et spectateurs de ce qui se passe au niveau des syndicats, et aussi le fait que les syndicats reprennent un peu le lead sur la mobilisation. Vous, en tant que patron de la CGT... J'adore quand on m'appelle patron. Ah oui, c'est comme ça. Vous êtes le patron de la CGT pour encore quelques semaines. La CGT a toujours été, traditionnellement, un parti qui s'est opposé... Un syndicat. Pardon. T'as pas écouté le monsieur, là. Vous voyez d'où viennent les confusions. Un syndicat, pardon. Abonne-toi. C'est un syndicat, pardonnez-moi, qui effectivement se positionne contre les réformes portées par le gouvernement, contrairement à la CFDT, qui a cette tendance à être un peu plus en connivence, parfois, un peu plus connivent avec les gouvernements, notamment sur la question des réformes de retraite. Là, en l'occurrence, il y a ce front commun, ce front uni, et moi j'ai le sentiment qu'on donne quand même beaucoup la parole à la CFDT, qu'on tend pas mal le micro à Laurent Berger. Et la question que je voulais vous poser, c'est vous aujourd'hui, Philippe Martinez, en tant que personne qui va bientôt laisser votre poste, qu'est-ce que vous laissez comme héritage ? Vous laissez l'héritage d'une CGT syndicat rassembleur ou d'une CGT syndicat qui continue à lutter très fortement et qui ne fait pas de concessions avec d'autres syndicats, typiquement la CFDT. Non, on fait pas de concessions ni avec le gouvernement, ni avec le patronat, enfin le grand patronat, comme dirait... certains. Notre adversaire, c'est pas les autres syndicats. Enfin, moi, je refuse ces oppositions. On a des avis différents, mais c'est pas nos adversaires. C'est pas nos adversaires. Et il y a plusieurs syndicats en France, c'est parce qu'on pense pas tous la même chose. Donc oui, et il y a des différences, on les assume. Eux pensent que parfois, il vaut mieux accepter un petit recul pour préserver... beaucoup ou un petit peu. Nous, on pense que vaut mieux s'opposer. Puis, alors ça, c'est le discours sur le papier, parce que oui, c'est beau d'entendre ça. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'entendre que les syndicats veulent tous travailler main dans la main. La réalité, c'est qu'il y a quand même aussi des enjeux de pouvoir. Il y a aussi des élections qui ont des impacts, notamment sur vos financements, etc. Enfin, il y a quand même. Enfin, ça reste une certaine bataille entre les syndicats. Il y a des élections, oui. Donc, c'est tous les 4 ans, pour nous, dans les entreprises. Je vous rappelle que dans plus d'une entreprise sur 2, il n'y a pas d'élection, puisqu'il n'y a pas de syndicat. C'est la différence avec la politique, d'ailleurs, encore une. C'est que quand au présidentiel, dans tous les villages de France, le dimanche, quand vous allez voter, il y a un bulletin... il y a un candidat, oui. Un bulletin de chaque candidat. Nous, il faut être implanté dans l'entreprise pour qu'il y ait des bulletins. C'est une grande différence. Donc, là où on est, il y a de la compétition. Mais moi, je n'essaie pas de vous faire des grands discours. Vous me demandez ce que je pense, je vous le dis. Je pense qu'il faut sortir de cette compétition. Parce que quand on rentre dans une compétition, on oublie les salariés. Et on est prêt à raconter parfois n'importe quoi ou à faire n'importe quoi pour être le premier. C'est pas ça le rôle d'un syndicat. Oui, il faut mesurer si... les élections, elles servent à mesurer si on dit pas trop de conneries. Ou plutôt, dans l'autre sens, aussi, ce qu'on dit, c'est compris. Ça, c'est la première chose. Moi, je veux en plus dire qu'il faut sortir de certains clichés, excusez-moi de vous le dire. C'est facile de cantonner la CGT au syndicat qui dit toujours non. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Nous, on dit non, ça je le revendique. mais on dit aussi,
Voilà ce qu'on propose. Ouais. Et on nous coupe toujours, puisque vous parlez des médias, au moment où j'ai fini de dire non. Alors, vous proposez quoi, Philippe Martinez? Merci de me Je vous en prie. Merci de me poser la question. On est sur Backseat, on a le temps de parler, ça fait plaisir. Merci de me poser la question. Par exemple, on est contre cette réforme des retraites, mais on propose d'améliorer le système actuel. Par exemple, en prenant en compte dans le décompte des années de cotisation ou les années d'études pour les étudiants. Par exemple, parce que si on ne prend pas en compte ces années d'études, à 67 ans, vous pourrez partir, enfin si vous êtes encore en vie, mais avec une pension toute petite. Voilà une proposition de la CGT. Nous avons proposé qu'on prenne en compte tous les stages bidons et moins bidons qu'effectuent notamment les jeunes avant de démarrer, voire un CDD ou un CDI, parce que et on a vu avec un très 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 vieux stage qui a été pris en compte. C'est une proposition de la CGT, mais il faudrait tous les prendre en compte. On propose, et c'est pas pour vous faire plaisir, que les femmes soient payées comme les hommes, parce qu'il y a encore un écart. Il y a encore un écart de salaire de plus de 20%. Et ben, tant que les femmes seront moins payées que les hommes, quand elles seront en retraite, déjà, elles sont obligées de travailler plus longtemps. Ouais. Et puis, quand elles arrivent en retraite, et ben, cet écart, il est accentué dans la pension. Ouais. Voilà des propositions. On propose que les grands groupes ne soient plus exonérés de cotisations sociales. Par exemple, parce que ça représente des milliards. On nous embête avec 10 milliards, qui est 3% du volume total des retraites, mais on oublie de dire que les grands groupes sont exonérés de cotisations sociales. J'arrête là parce que sinon on va déborder du temps. Mais des propositions, on en a va pas plein. Déborder du temps. On propose de travailler 32 heures. On propose de revenir à la retraite à 60 ans. On propose d'augmenter les salaires, et notamment le SMIC, à 2 000 €. Et voyez, non, mais effectivement, c'est important de le préciser. À ça, mais on propose ça. Et il faut pas nous couper à la fin du nom. Et ben, je vous ai pas coupé. Et justement, je parlais pas de vous, évidemment. Non, mais je suis d'accord avec vous pour dire que c'est important d'entendre aussi les contre-propositions, parce que sinon, c'est vrai qu'on vous voit dans les JT, à chaque fois qu'il y a une mobilisation. Et le reste du temps, quand est-ce qu'on vous donne la parole pour dire au fait vous proposez quoi? Donc, je suis très content que vous ayez l'opportunité de le faire. Il y a une question que je voulais vous poser, c'est le secteur énergie de la CGT qui a évoqué l'idée d'éventuellement faire des coupures de courant ciblées sur des élus qui soutiennent la réforme. Est-ce qu'il y a des limites dans les méthodes qu'on peut utiliser dans un mouvement social, selon vous? Je vous écoute, mais je regarde aussi... Vous pouvez lire le chat, n'hésitez pas. Il va falloir répondre à la question quand même, mais vous pouvez lire le chat. S'il y a des questions... alors, donc, c'était... j'ai eu l'occasion de m'expliquer. Il y a eu un coup de colère. D'ailleurs, le secrétaire général a dit mes propos étaient mal interprétés. D'accord. Mais il y a des professions qui en ont marre de se faire traiter de privilégiés. Enfin, les électriciens... c'est ceux qui réparent en ce moment les lignes à haute tension qui vont raccorder parce qu'il y a une tempête et ils ne se lèvent pas à 8 heures. Ils travaillent jour, nuit, neige, sous la neige, la pluie. Mais on pourrait parler des cheminots, de la RATP. D'ailleurs, vous avez noté que tous ces boulots de privilégiés, conducteurs de bus, ils ont des problèmes pour recruter. Moi, je ne connais aucun boulot... qui serait, où les gens ne voudraient pas, considérés comme privilégiés, ne voudraient pas être embauchés. Et ça ne répond pas à ma question sur la méthode. Mais là, c'est le moment où je coupe. T'as fait ton journaliste, là, Jean. Mais oui. Donc vous avez coupé au non, et maintenant je vais dire le mais. C'est ça qui est beau, ça s'appelle une relance. Ouais, très bien, mais vous êtes un grand professionnel. Ah là, je fais ce que je peux, je suis un très bon amateur. Donc, non, il n'y a pas de coupure... ciblée sur des élus. Okay. Ciblée sur des élus. Par contre, je leur ai suggéré une idée. Et si vous coupiez un peu l'électricité chez les milliardaires? Parce que il y a des millions de foyers en France, peut-être que... Il y en a dans la salle, il y en a qui nous écoutent, qui sont dans ce cas-là. Juste pour faire voir aux milliardaires... Pas pendant des mois. Ce que c'est que la précarité énergétique. Ce que c'est que la précarité énergétique, se dire, aujourd'hui, de toute façon, je peux toujours essayer d'allumer la lumière, il n'y a rien qui sort. Vous voyez qu'on soit obligé de choisir entre le chauffage ou la bouffe chaude. Vous voyez, j'aurais suggéré ça. Je sais que je suis beaucoup critiqué par le Figaro, par exemple, mais... Et vous le comprenez, cette critique, l'idée de dire que c'est une pente glissante, de cibler spécifiquement des personnes, que ça peut amener à des débordements un jour? C'est juste... Est-ce que vous entendez la critique? Ça revient un peu à ce qu'on disait, c'est juste que de temps en temps, on essaye de voir ce que c'est la vie des autres. Ouais.
Je comprends. Parce que c'est souvent les milliardaires qui nous disent qu'il ne faut pas augmenter les salaires. Eux, vous avez vu ce qu'ils se sont mis dans les poches. Hein. Si vous avez lu le rapport d'Oxfam. Le rapport d'Oxfam qui est sorti. D'accord. Bon. Claire. Ouais, moi j'avais une question peut-être un peu plus globale, parce que je pense que vous avez un vécu assez long de comment aussi le droit du travail a évolué. Arrêtez de dire que j'ai un vécu assez long, parce que là je vais finir par me vexer. Plus long que la mienne du moins. Et, Merci. Allez-y. En fait, il y a eu effectivement ce sondage où on se rend compte que le travail est moins central dans le vécu des gens. Et je pense que c'est pas forcément lié à un air du temps. Enfin, je pense que c'est aussi lié à des modifications du droit du travail, de l'organisation du travail, des choses que vous avez pointées lorsque vous parliez du fait que les organisations, les entreprises sont plus des lieux collectifs. Et du coup, on investit d'autres sphères de sa vie pour trouver du collectif et trouver de l'humain, finalement. Et en fait, ça s'est fait assez rapidement sur les années qui nous précèdent. Et donc, je voulais avoir votre avis sur comment vous avez vécu et peut-être combattu tout ça en tant que syndicaliste, parce que ça nuit à votre action aussi en tant que syndicat. Et du coup, on se retrouve dans une situation où pour finalement reconstruire des collectifs qui vont pouvoir résister, batailler, etc., peut-être il y a des formes d'alliances à aller chercher en dehors du monde du travail en tant que tel. C'est peut-être le sens aussi de votre travail avec Plus Jamais Ça, etc. Donc, comment vous avez vécu cette évolution d'une situation où les syndicats pouvaient être cette source centrale de mobilisation sur des questions qui étaient perçues comme vraiment cruciales pour l'organisation de la société, à une situation où, en fait, c'est beaucoup plus disparate. C'est des espèces de constellations de causes. Et, en fait, c'est compliqué parfois à faire converger dans un narratif. Et là, la question du travail, l'imbrication avec l'écologie, tout ça, on commence à sentir que ça peut avoir une cohérence, mais c'est quand même pas facile parce que chacun vient de son vécu, doit cheminer vers cette espèce de pot commun qu'on doit construire. Donc, c'est quoi la question du coup Non, mais on va retravailler les questions. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Il y en avait 10 dans une, mais en fait, c'est plutôt une question de comment, en tant que dirigeant syndical, vous intégrez ça et vous l'avez vécu aussi, parce que ça peut poser des difficultés. Oui, mais je l'ai déjà évoqué, il faut être ouvert aux autres. On a des idées, je pense qu'elles sont fortes, mais on ne prétend pas détenir la vérité sur tous les sujets. C'est pour ça qu'il faut, sur les questions environnementales, c'est bien d'aller discuter avec des associations, des ONG, dont c'est l'origine de la fondation. Mais aujourd'hui, je me félicite que des paysans soient venus dans les manifs avec leur tracteur. Il y avait un tracteur à Paris. Parce que oui, le monde agricole, on le connaît moins bien, même s'il y a des ouvriers agricoles et on les défend. On n'a pas la prétention de connaître tous les problèmes des agriculteurs. Et c'est bien que le monde de l'entreprise, des services, se croise aussi avec le monde agricole, etc., etc. Donc oui, il faut s'ouvrir. Mais on pense que notre expérience aussi, elle est importante pour d'autres. Moi, on a été visiter une entreprise. Vous savez, il y a cette idée que les usines, ça pue et ça pollue, et donc il faut toutes les fermer. Bon, donc on a été avec le collectif Plus Jamais Ça dans une usine de papier. Donc le papier, c'est très bien industrie. C'est tout à fait l'image de ça pue et ça pollue, et c'est vieux. J'ai dit, venez, vous allez discuter avec ces salariés. Ils ont discuté, ils ont dit, oui, ça vaut le coup de discuter avec eux, parce qu'ils ont une conscience écologique. Le problème, c'est qu'ils veulent pas, ils veulent qu'on les écoute pour que leur usine, elle évolue, qu'on investisse, et qu'ils puissent continuer à garder leur boulot, tout en préservant la planète. Ça se fasse pas. C'est à travers ce genre de rencontres, pour eux, comme pour nous, parce qu'il faut rester modeste, qu'on réussit à avancer. Et donc, on peut voir ça dans plein de domaines. Vous avez évoqué le mouvement féministe. Oui, on a besoin aussi. Par contre, il faut que chacun se respecte, parce que c'est vrai que les syndicats sont plus présents dans le monde du travail, et donc les problématiques, y compris liées aux femmes, dans le travail, on a
la modeste prétention de les connaître un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire ? Marine Le Pen a annoncé qu'elle était elle aussi opposée au projet de réforme du gouvernement et vous lui avez fait savoir qu'elle n'était pas la bienvenue dans les cortèges de la manifestation. Lorsque je l'ai rappelé, il y a quelques internautes qui m'ont dit « Tiens, c'est étrange, pourquoi refuser que des gens du Rassemblement national viennent grossir les rangs des manifs ? C'est important. » Vous leur répondez quoi ? Alors, je le dis toujours, je fais la différence entre ceux qui votent Rassemblement national, les électeurs, et il y en a à la CGT, et les représentants du Rassemblement, les députés, les dirigeants, etc. Parce que dans ce vote-là, il y a un vote de colère, il y a l'idée tous pourris, enfin des choses, on les a jamais essayées, pourquoi pas. Et puis, il y a le fond de Rassemblement national, et c'est aux antipodes de nos valeurs. Eux sont racistes. Nous, on est antiracistes. Nous, on défend les travailleurs sans papier qui sont exploités dans des tas d'entreprises. On ne peut pas. Nous, on est internationalistes. Nous, on veut que tout le monde bosse. On ne veut pas mettre des barbelés autour de la France pour éviter que des migrants viennent bosser. En général, quand on quitte son pays, ce n'est pas par plaisir. Enfin, tous ceux que je connais, ils n'ont pas dit « Tiens, je vais me promener en France ». C'est parce soit ils sont sous les bombes, soit ils n'arrivent pas à bouffer. Eh bien, il faut être internationaliste. Voilà. Et puis, faut le dire aussi, elle est pour la retraite à 60 ans, mais on ne prend pas un sou aux actionnaires. Il faut choisir ton camp, camarade. On ne peut pas faire semblant d'être pour la retraite à 60 ans, tout en disant qu'il faut que les patrons, quand même, ils puissent vivre, etc. Si je me souviens bien, elle propose évidemment, lutter contre l'immigration, ce qui fera faire des économies, etc. Mais bien sûr, elle veut supprimer la sécurité sociale, les allocations familiales, etc. C'est un parti raciste. Et ben nous, avec ces gens-là, on n'a rien à voir. Raciste et classiste. Et sexiste. Oui. Mais au demeurant, d'ailleurs... Oui. D'ailleurs, quand vous avez dit effectivement un argument qu'on entend dans la bouche d'électeurs tentés par le vote à l'extrême droite, qui disent on n'a jamais essayé, déjà c'est pas tout à fait vrai historiquement, et puis on a des voisins en Europe et de plus en plus, et de plus en plus. Et effectivement, ça va rarement dans le sens des syndicats et des travailleurs, même, on peut le dire. Discuter avec... moi, j'en connais des syndicalistes hongrois. Hongrois. Ils vont vous expliquer quelle conception a du syndicalisme Viktor Orban. Et puis, faut rester sur des choses concrètes. Il y a eu un débat sur la loi sur le pouvoir d'achat en juillet, vous ne savez peut-être pas. En tout cas, le parti Rassemblement national a voté contre l'augmentation du SMIC. Pourtant, ils se prétendent de parti du côté du monde du travail. Vous voyez, ils ont proposé une autre augmentation du SMIC la semaine dernière dans une proposition de loi qui consistait à baisser supprimer les cotisations patronales. Par souci d'honnêteté, je vous le précise, c'est parti. Ça a le mérite d'être clair. Ça a le mérite d'être clair. Oui, okay. On veut bien des concessions pour le monde du travail, mais sans toucher à ceux qui possèdent le pognon. Bon, voilà. On va passer à la séquence suivante de l'émission. Philippe Martinez, vous allez rester avec nous. On va jouer à un petit jeu ensemble. Vous ne me virez pas encore, c'est bon ? Non. On va jouer au quiz à la con. C'est parti pour le quiz à la con. Alors, le quiz à la con, chers amis, cher Philippe Martinez, c'est assez simple. Je vous pose des questions, je vous propose 4 propositions de réponses. Vous essayez de trouver la bonne réponse à la question. Et vous, chez vous, vous jouez aussi, puisque vous allez avoir des votes dans le chat et vous pourrez nous dire A, B, C ou D, quelle est la bonne réponse. C'est un quiz à la con, préparé par Max, spécial mobilisation sociale. La première question, vous allez voir, la première question de ce quiz à la con. Laquelle de ces affirmations est fausse ? Réponse A, la SNCF n'a pas connu d'année sans grève depuis 1947. Réponse B, dans l'histoire mondiale, un seul milliardaire a fait grève. C'était en 1992. Réponse C, le Japon n'a pas connu de grève nationale depuis 1980. Ou réponse D, la Suisse a connu 8 grèves en 2004 contre 700 en France la même année. Je précise que si vous connaissez la réponse à l'une des questions, je vous demande de ne pas la crier, pour laisser ceux qui ne connaissent pas réfléchir. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, parmi ces 4 propositions, il y en a 3 qui sont vraies, il y en a une seule qui est fausse. Il faut trouver laquelle est fausse. Déjà, ça complique les lancers, tu vois. Oh, ça arrive. Oh là, c'est sérieux à ma gauche, là. Claire, t'en penses quoi ? Qu'est-ce qui te paraît le plus hallucinant ?
Toutes, quoi. C'est compliqué. Sacha, t'en penses quoi? Moi, j'ai envie de faire comme Jules, on l'embrasse d'ailleurs, et de suivre le chat, mais le chat est ultra divisé aussi, donc ça va être ultra compliqué. J'avais pas pensé à ça. J'avoue. Il y a pas mal de C, il y a pas mal de C, et il y a pas mal de D, j'ai l'impression. Ok. Le Japon n'a pas connu une grève nationale depuis 1980, d'accord. C'est une proposition. C'est vrai qu'ils font pas énormément grève, ou alors ils ont une façon de faire grève qui est pas la même que la nôtre. Ce qui n'est pas vrai, Philippe Martinez fait non de la tête. Non, c'est vrai. C'est vrai, ok. Moi, c'est les brassards, les oui, ils font les manifestations sur les trottoirs. J'ai eu la chance d'aller faire une manifestation, ils étaient super contents. C'est pas parce que j'étais là, mais peut-être. En 2000, et ça faisait très longtemps, on a fait la manifestation dans la rue, ils ont dit tiens, il y a un CGT, ça y est, on change nos habitudes. Ils ont sorti les merguez 2000. Comment on dit merguez en japonais? Ils mangent plutôt des sushis que des merguez, mais ils font aussi de la cuisine excellente d'ailleurs. D'accord, ok. Bon, c'était pas le sujet de la question. Hein. C'était pas le sujet de la question, mais ok. Alors, dites-moi vos réponses. Selon vous, il va falloir faire un choix. Selon vous, parmi les 4, il y en a une qui est fausse. Laquelle? C'est quand même pas possible. Et je vous donnerai les infos après. Il fait grève, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que t'en sais? Non, c'est possible, mais je cherche le sens. Ah bah... Le sens pour de montrer à quel point ils servent à rien et que ça change rien quand ils font grève. Non, je sais pas. Il y a pas longtemps, il y a une tribune de milliardaires pour réclamer l'augmentation. Plus pas pour faire grève. Pas pour faire grève. Non. Oui, pas pour demander à être plus taxé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent. Vos réponses, allez. Bah C. Réponse C pour Sacha. Je vais suivre sur la C. Claire, réponse C. À défaut de suivre le chat. Moi, je vais dire la A parce que je trouve que c'est un peu fastoche. Ok. Philippe Martinez, votre réponse? La C. La réponse C également. Le chat, vous avez voté majoritairement pour la réponse C. Eh bien, c'était la réponse B, la bonne réponse, figurez-vous. Eh ouais, la réponse C est vraie. Il y a jamais un milliardaire n'a fait grève, effectivement. Ça n'est jamais arrivé. On a cherché, c'est pas vrai, c'est jamais arrivé, etc. Ou alors, c'était pas en 92. C'est peut-être parce que l'énoncé n'est pas si évident que ça. Non, mais même chez les milliardaires, il peut y avoir des moments d'absence. C'est pour ça que j'ai pas voté pour celle-là. Non, mais c'est vrai, ça peut arriver. Mais en l'occurrence, là, sur ce coup-là, ils n'ont jamais d'absence. Hein, sur celle-là. Ils sont plus lucides que nous, c'est ça que vous voulez dire. Mais c'est surtout que pour beaucoup, ils ne travaillent pas, donc ils ne peuvent pas faire grève. Depuis 1947, en plus. Depuis 1947, d'ailleurs, si vous êtes milliardaire, faites un don à Baxit. Merci. Et si vous ne l'êtes pas aussi, faites un don à Baxit. Depuis 1947. Pas à la CGT, parce que nous, c'est les cotises. Oui, c'est vrai. Depuis 1947, il n'y a pas une seule année sans mouvements sociaux sur le réseau ferré français. Le Japon ne connaît plus de mouvements à l'échelle nationale depuis la fin des années 80. Il y a des mouvements qui existent, mais au niveau national, une grève nationale, c'est vrai que ce n'est pas depuis les années 80. Et la Suisse, effectivement, est un des champions de la non-grève. En 2004, ils n'en ont fait que 8. Ouais, une bonne, voilà. Hein. J'ai cru voir Elon Musk dans le cortège de la CFDT. Ça, c'est pas moi qui l'ai écrit. Je vous jure que c'est le chat. Ah, mais le chat est fabuleux ce soir. Unité syndicale. Mais oui, non. Je serais très heureux de recevoir la CFDT. Je lui dirai. Ouais, dites-lui, envoyez-lui un texto. Emmanuel Macron également, j'espère qu'il. Je lui dirai pas ça. Sur le plateau de Baxit, une autre fois, mais pour parler de ces sujets également. Deuxième question de ce quiz à la con. De quand date la première grève de l'histoire? Piouf. Si vous connaissez la réponse, ne la hurlez pas. Réponse A, du Japon féodal, où les samouraïs réclamaient de meilleurs katanas. Réponse B, des vikings, qui demandaient une répartition plus égalitaire des pillages. Réponse C, de l'Égypte ancienne, sous Ramsès III, avec le fameux papyrus de la grève. Non pas le tract. Réponse D, de la Grèce antique, où les mortels en avaient marre que Zeus couche avec leurs femmes. Oh là là, il y a tellement moyen que ce soit ça en plus. Mais le droit de grève n'existait pas à l'époque. Il n'y a pas besoin d'avoir le droit pour faire grève. Eh non. Moi, je deviens... Ah bah je vous reprends, monsieur Martinez. Hein. Oui, vous devenez légaliste. Je me ramollis. Voilà, alors il va falloir réfléchir. Première grève de l'histoire. Il y en a une des 4, pardon. Purée. Pas mieux. Mais bon, allez, moi je me lance la BLAD parce que vraiment je suis sûr que c'est ça. Cléopâtre. Non, mais c'est. Ça m'étonne. Astérix, Mission Cléopâtre, il y a un mouvement de grève, c'est vrai, Itinéris, on ne capte plus. C'est vrai. Ouais, mais c'est réalisé par les Français. Oui, c'est vrai. Peut-être que c'est peut-être un film historique, tu ne sais pas. Il y a une pièce très célèbre sur la grève des femmes qui s'appelle Lysistrata. Ouais. Et en fait, c'est les femmes qui font la grève du sexe pour empêcher leur mari d'aller à la guerre. Okay. Et c'est une pièce antique hyper connue, mais
fictive. Là, en l'occurrence, donc ça ne nous aide pas. C'est pas vraiment Grèce antique, puisque c'est plutôt mythologie grecque, c'est vrai. Voilà. Alors, vos réponses. J'ai vu la réponse du chat, je vous la donnerai juste après que vous m'ayez donné les vôtres. Philippe Martinez. Je suis influencé par Astérix, donc classé. Réponse C, l'Égypte. Moi, je dirais B, Sacha. les Vikings. Réponse B, les Vikings. Ouais, Claire. B aussi. Réponse B, les Vikings. La D. Léa, réponse D. La Grèce antique. Le chat a voté majoritairement pour la réponse C'est mystique quand C. même, hein, Zeus qui couche avec des mortels. Hop. Et la bonne réponse, bravo Philippe Martinez, c'était bien l'Égypte la ancienne, sous vache. Ramsès III, exactement. Comme quoi, il faut lire Astérix. C'est un document historique. Et oui, la grève des ouvriers de Der El Médine, j'espère que je le prononce bien, c'est le plus ancien conflit ouvrier connu de l'histoire. On n'arrive pas à lire, là, hein. C'est une grève qui s'est produite en l'an 29 du règne de Ramsès III, aux environs de moins 1166 avant Jésus-Christ, près de Thèbes en Égypte. On a même... Donc, voilà. Ça, c'était le papyrus de la grève. CGT, oui. Un vrai tract. Unité syndicale d'ailleurs. Unité syndicale en hiéroglyphe. Donc voilà, papyrus de grève qui est conservé au musée de Turin. Voilà, les raisons, c'était les ravitaillements qui constituaient les salaires, etc. Les retards aussi, les ouvriers se plaignaient de ça. Bref, un mouvement social en moins 1166, le premier de l'histoire connue. Donc Astérix et Obélix Mission Cléopâtre est un film autobiographique ou biographique Document BD, historique. C'est une BD, C'est un documentaire. d'accord. C'est un documentaire. C'est un documentaire. Troisième question de ce quiz à la con. Laquelle de ces formes de protestation n'a jamais eu lieu ? Il n'y a pas que la grève, il y a aussi des formes de protestation. Réponse A, un spectacle de flamenco dans une banque. Réponse B, enfumer le bureau d'un patron avec un immense joint. Nice. Réponse C, un lancer de couches sales au lance-pierre. Nice. Réponse D, arroser la police avec des canons à lait. Oh, yak. Ça doit être les quotas laitiers, ça a dû avoir lieu. Ouais, c'est ça. En tout cas, ça me donne des idées. Hein. Prenez des notes. La B est tellement ouf. Il y en a 3 qui ont vraiment eu lieu et une qui n'a jamais eu lieu. Il va falloir trouver laquelle n'a jamais eu lieu. Aïe. Spectacle de flamenco dans une banque. En Andalousie, pourquoi pas. Dans la pub de la MAF. C'est très Casa des Papel, le flamenco dans une... Ouais, c'est un contexte particulier de banque. Mais oui, c'est vrai. Lancer des couches sales au lance-pierre. Si. Alors Ça, Philippe c'est Martinez facile. a l'air d'être bien informé. Oui, non, ça je me doute, mais n'influencez pas trop les joueurs et les joueuses. Le chat, il en pense quoi ? Je vais regarder. Des canons à lait. Déjà, comment tu trouves des canons à lait ? Ça Mais existe. et le bureau d'un patron avec un joint, tu fais un aquarium, enfin c'est quoi le... Déjà, Ça peut même lui faire plaisir, en plus. Tu fermes la porte. Ouais. Non, c'est t'en veux. Ça facilite Ça la négo. peut On peut le détendre, dire, ça peut facilite détendre la négo. Ouais. Ah ouais, ça doit être plus facile pour la négo, c'est vrai. Non, j'ai noté. Qu'est-ce que vous en pensez ? Un immense joint, c'est-à-dire. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur la taille du joint ? Nos grévistes ont du talent, tu sais, ça peut être très créatif. Ça, Parce que bon, voilà, 36 feuilles. Alors, j'ai la réponse du chat, maintenant c'est à votre tour de me dire ce que vous en pensez, je vous la donnerai juste après. Léa, laquelle n'a jamais eu lieu ? Pour avoir quand même grandi en Ardèche, j'imagine qu'enfumer le bureau d'un patron avec un immense joint, ça a dû arriver. Je vais dire arroser la police avec des canons à lait parce que techniquement, ça me semble super compliqué. D'accord, donc réponse D pour Léa. Claire. Ouais, pour les mêmes raisons. Et je pense aussi, il y a dû avoir des déversements de lait au moment où il y avait tous les quotas, etc. Mais je les vois mal. En fait, pour eux, je pense pour les producteurs, c'est plus un crève-cœur qu'un truc qu'ils utiliseraient dans une action. Voilà. Donc, Claire, c'est ta première émission. Jusqu'à présent, tu imites les autres dans tes réponses. C'est normal. Tu débutes. Non, mais c'est bienvenue dans le quiz à la con. C'est un sport. T'inquiète, il y a pas de problème. Sacha. Moi, je dirais B parce que je trouve pas ça ultra rentable de 1 faire grève et de 2 payer de la bœuf sur un immense joint. Pour le filer au patron. Pour filer au patron. Ouais, ok, j'ai l'idée. D'accord. Philippe Martinez. Moi, je dirais la B parce que c'est celle qui me plaît le plus. Le chat, vous avez voté. Merde, je me souviens plus. Vous avez voté quoi en majorité, le chat ? C'était la B, ouais, c'est ça, c'était la B. Comme Philippe Martinez et comme Sacha, eh bien, c'était la bonne réponse. Bravo, effectivement. Jamais, désolé Léa, mais jamais personne n'a enfumé le bureau de son patron avec un énorme joint. Donc libre à vous d'essayer si vous voulez. Avec le consentement du patron, c'est mieux, mais bon. Bravo Max pour cette suggestion. Voilà.
Pour les autres réponses, donc effectivement, à Madrid, il y a eu des flash mobs pour dénoncer la privatisation du secteur, et ça s'est reproduit du coup avec des castagnettes et des spectacles de flamenco dans des banques. C'était à Madrid. Ça s'appelle Martinez, on le sait ça. C'est vrai, non mais c'est vrai. Il y a des manifestants mexicains qui ont lancé 1000 couches sales sur les bureaux du parti au pouvoir du président Enrique Peña Nieto. C'était en 2017, c'était il n'y a pas si longtemps. Ça s'appelait Peña de Lazo. C'était une protestation pour rendre au parti toute la merde qu'il a apportée au gouvernement. Je vous le dis. Ça donne des idées aussi. Hein. Et enfin, en 2012, des agriculteurs arrosent le Parlement européen à Bruxelles, et avec la police, avec des canons à lait. Et c'était des images très marquantes. D'ailleurs, c'est vrai que les mobilisations des laitiers sont des images très marquantes parce que le lait, c'est un symbole de beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand c'est déversé dans les préfectures, quand c'est arrosé, etc., c'est comme tu dis, un crève-cœur. Enfin, c'est quand même pas rien. Donc oui, c'est bien arrivé. Il y avait des images incroyables. Ça me donne envie de vomir. Pardon. Après, le Parlement européen, c'est des vitres. Hein. C'est facile à nettoyer. Oui, c'est vrai. C'était pas sur la police. Ouais. 4e question de ce quiz à la con. Sur laquelle de ces plateformes numériques des créateurs n'ont jamais fait grève ? Réponse A, Twitch. Réponse B, YouTube. Réponse C, Twitter. Et réponse B, des TikTok. Il existe 3 de ces plateformes sur lesquelles on a déjà connu un mouvement de contestation de type grève dans des formes diverses. Et il y en a un sur lequel il n'y a jamais eu de grève à notre connaissance. T'as déjà fait grève, toi, Léa, des réseaux sociaux ? Non. Non, j'ai vite fait dit que j'allais aller sur Mastodon, mais je l'ai jamais fait. Ouais. D'ailleurs, je l'ai peut-être même pas dit au final. Donc, non. Sacha, t'as déjà... Non, trop accro. Trop accro, ouais. Trop accro. Ouais, j'avoue, je fais quoi sinon ? C'est ça. Moi, parfois, je m'abstiens de tweeter, mais c'est pas tant pour défendre mes droits que pour les autres. Ouais. Je vous évite ça. Pour éviter de te faire harceler, en fait. Il y a aussi un peu de ça, mais non. Claire, grève sur les réseaux sociaux, t'as déjà fait ? T'as déjà vu ? Non, je me suis arrêtée pour pouvoir écrire ma thèse. Ouais. Voilà, on y revient. Donc ça aide de couper Twitter, etc. Mais D'ailleurs, t'es en grève de thèse actuellement. je suis actuellement en grève de thèse aujourd'hui. Voilà, ça fait pour la plaisir. manif. Voilà. Voilà. À toi. J'ai vu les collaborateurs parlementaires de Marie-Charlotte Garin qui ont dit grève des collaborateurs aujourd'hui. Ils ont tweeté un truc, genre il n'y aura pas de tweet aujourd'hui. Ouais, elle-même, elle a tweeté, ouais. Et je trouve ça très grève grave. de collaborateurs de députés. Mais même de députés. Hein. Il y a même des syndicats à la CGT. Il y a des syndicats, à la CGT. Je vais demain matin à leur congrès. J'ai fait partie d'un des premiers syndicats de collaborateurs de cabinet il y a longtemps, mais oui, ça existe bien sûr. Bref, le chat, ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet, ouais. J'ai vu vos réponses. Selon vous, sur laquelle de ces plateformes il n'y a jamais eu de mouvement de grève ? Moi, je théorise TikTok parce Réponse que D. c'est une entreprise, c'est pas une entreprise, c'est une plateforme chinoise et qu'il y a peut-être une culture de la grève qui est Mais c'est des amoindrie utilisateurs, ou- on parle bien des utilisateurs, Oui. pas forcément de la... Mais t'as raison, ok. Donc TikTok, réponse D pour Claire. Sacha, Pareil. réponse D, TikTok. Léa, J'allais dire TikTok, mais comme tout le monde dit TikTok, je vais dire Twitch, tiens. T'es trop disruptive. d'accord. Ouais, moi je suis un ça, moi. Ouais, je casse les codes. Philippe Martinez, vous en pensez quoi ? Pour une fois, je vais pas être à contre-courant, je vais dire TikTok. TikTok, ok. Le dit chat quelque a chose, également cette voté TikTok en majorité. La bonne réponse, c'était Twitter, figurez-vous. Oh, Énorme. fuck. Eh ouais. J'étais pas loin. Aucun 3 lettres tweetos près, n'a quoi. encore fait grève, mais toutes les autres sont vraies. Sur Twitch, il y a déjà plusieurs grèves qui ont eu lieu, notamment des streamers. Il y avait le hashtag A Day Off Twitch pour soutenir les victimes qui subissaient de la haine sur le site Twitch. Les personnes dans le chat qui se font harceler, le racisme, la misogynie, l'homophobie, etc. Mister MV, qui est un streamer célèbre, y avait participé à cette grève. Il y avait Pokémon, également, une des plus grandes créatrices du monde sur Twitch. Elle est américaine. Elle aussi, elle avait lancé une grève pour demander la fin des jeux d'argent sur Twitch. Et elle a fini par l'obtenir, gain de cause, puisque les jeux d'argent ont été bannis de Twitch il y a pas très longtemps, c'était avant l'été. Pour YouTube, il y a un syndicat de youtubeurs qui a vu le jour. Il y a des associations, etc. En France, c'est pas vraiment un syndicat, c'est une organisation professionnelle qui s'appelle la Guilde des vidéastes, que d'ailleurs j'embrasse, c'est des copains, qui existe et qui organise de type syndical, effectivement, les créateurs de contenu. Et sur TikTok, c'était en 2021, une partie de la communauté afro de la plateforme a fait une forme de grève pour protester. Ils en avaient marre de faire des danses virales tout en restant invisibles le reste du temps, parce que dans l'algorithme, c'était toujours les
les blancs et les non racisés qui étaient mis en avant. Et donc, ils ont décidé de plus proposer de danse pour accompagner la sortie des nouveaux morceaux musicaux comme c'est sur cette plateforme. Donc voilà pour ces histoires. Waouh. Et donc c'était pour... Ah non, je suis con. J'allais dire, c'était pourquoi la grève sur Twitter alors que c'est eux qui ont pas fait grève. Faut suivre un peu. Oh là là. Allez, dernière question, on arrive vers la fin de ce quiz à la con. Je suis fatigué, on va boire un coup après. Alors, en 1975, de nombreux acteurs et actrices françaises décident de faire grève. Quelle était la raison de cette grève ? En 1975, des acteurs et des actrices françaises. Réponse A. Parce qu'ils veulent être aussi bien payés que les Américains. Réponse B, parce qu'ils se plaignent qu'il y ait trop de films à la télé. Réponse C, parce que les Monty Python, Sacré Graal, est en partie plagié sur un scénario français. Réponse D, parce qu'ils demandent la suppression de Brigitte Bardot. Ouais, moi j'aurais fait... Qui était né en 75 ? Bah non. Moi. Ça me regarde pas comme ça. C'est vraiment très déplacé. Le fil rouge de c'est la fin parce que je vais pas tarder à partir avec ces insinuations douteuses. Et ça vient souvent de là-bas. Hein. Ouais, non, je vous laisserai, vous prendrez un verre de l'amitié tout à l'heure. Ouais. Du coup, donc il y a vraiment un mouvement de grève chez les acteurs et actrices françaises en 75. C'était les années Giscard, moi j'ai pas connu. Hein. Du coup, j'en mets tout à l'âge, c'est un truc de fou. Vous qui avez connu tous les présidents, c'était comment alors, avec Giscard? Allez jusqu'au bout, depuis lequel? Depuis Ramsès II, vas-y, non, René Coty. Ah oui. Il envoyait pas mal de SMS, lui. Ah bah là, lui, surtout la nuit. Bon, voilà. Alors, le chat, du coup, je vais regarder un petit peu comment ça vote. C'est pas facile. Hein. Moi, j'aurais adoré cancel Brigitte Bardot. Aujourd'hui aussi, d'ailleurs. Surtout aujourd'hui, d'ailleurs. Mais à l'époque. Je sais pas. Je pense qu'elle était déjà raciste et... non ? Bon, non, pas... J'en sais rien, tu vois, je dis ça, je sais pas, mais pas... Non, c'est plus tard que ça a déconné. Ouais, tu crois ? Ok. Moi, je pense que je pense qu'il y avait un fond quand même, mais bon. La C, c'est impossible parce que pour ceux qui connaissent les Monty Python et le Sacré Graal, il faut un cerveau d'anglais. Il n'y a rien de plus britannique. Un cerveau français ne peut pas produire ça. C'est un humour. C'est comme Astérix. Il n'y a que les Français pour inventer un truc. Totalement d'accord. Donc la C, on exclut déjà. C'est d'un haut niveau, les Sacré Graal. Ouais. Extraordinaire. Ah oui. C'est bien un truc de français de se plaindre qu'il y a trop de films à la télé. Voilà. Moi, j'étais sur la B aussi. Réponse B, tu penses ? Pareil. Sacha, réponse B. Pareil. Léa, réponse B. On considère que le cinéma, c'est plus assez fort. La culture française, ça doit être au cinéma, pas à la télé. On a la même chose avec Netflix. C'est comme la résistance à Netflix, qui a une base de légitimité aussi. En fait, ça a une influence sur comment ils sont rémunérés, quelles sont leurs conditions de travail. Aussi aux acteurs, mais aussi à toutes les équipes qu'il y a autour. Non, c'est vrai. Donc je pense que, moi, ça me paraît totalement plausible la B et ça même c'est cohérent. Ouais. Philippe Martinez. Moi, c'est mon côté syndicaliste, je vais dire là. Réponse A, parce qu'ils veulent être bien payés que les Américains. Mais c'est un vrai. Ouais, le chat, j'ai vu, vous avez répondu en majorité la réponse B, et c'était la bonne réponse. Effectivement, c'était bien ça. C'était bien une plainte parce qu'il y avait trop de films à la télé, et c'est exactement ce que tu as dit, Léa. Mais il y avait combien de chaînes à l'époque ? Vous qui avez connu. Y en avait une, très bonne question, non, parce qu'en plus, oui, c'est vrai, il y avait que le C'est l'ORTF. C'était encore l'ORTF. Non, attends, ça commençait à se... Il y avait au moins 3 chaînes. Il y avait Antenne 2, il y en avait 3, je crois, un truc comme ça. Au moins. Donc il y a une citation. C'était ma question à moi. Hein. La TV, donc c'est vraiment une citation de Belmondo. La TV passe 11 films par semaine, ce qui est quand même une chose criminelle. Et vous savez que c'était le secrétaire général du syndicat des artistes CGT, Belmondo. Absolument, ouais. À l'époque. Non, peut-être un peu avant. Exactement, ouais, Belmondo a été syndiqué CGT. Voilà. Merci Philippe Martinez d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Merci les chroniqueuses, vous avez été formidables. Je salue Usul, que j'ai vu mardi. Oui, vous avez vu mardi, oui. Je sais qu'il était très triste de ne pas vous voir, mais comme vous avez vu mardi, il m'a dit c'est bon, je l'ai vu mardi. Ouais, une fois dans la semaine, ça suffit, c'est ça. Je me vengerai. Nous aussi, on l'embrasse. Nous aussi, on l'embrasse. Merci Philippe Martinez d'avoir accepté notre invitation.